Ahmed, bonjour Marlène. Vous voyez qu'on Bonjour. fait les choses en grand pour ce webinaire. On est trois à vous parler cette semaine. Donc je vous rappelle, la semaine dernière, on vous avait parlé de nos perspectives de marché. Là, c'est Ahmed Khalifa du cabinet La Locataire qui va nous en parler. On n'est pas forcément d'accord et je crois que c'est l'intérêt de débattre, de partager. Mais là, on a échangé 2 secondes avant de lancer le webinaire. On est tous les deux prudents sur les marchés, donc, mais peut-être pour des raisons différentes. En tout cas, voilà. On essaiera quand même de faire ressortir nos points de convergence et de divergence de façon à vous apporter du grain à moudre. Mais on va commencer par Marlène Assine, donc du cabinet BSD Investing, qui va nous faire un bilan 2021, plutôt sur les aspects produits, ETF, OPCVM, comment sont comportés la gestion passive par rapport à la gestion active, quels ont été les flux, les intérêts des investisseurs. Donc, si vous êtes partant, si vous êtes prêts tous les deux, on va pouvoir démarrer. Je rajoute évidemment, comme d'habitude, vous mettez vos questions dans le chat. Selon l'intervenant et selon son déroulé, il y répond sur le champ ou on y répond à la fin. Bien évidemment, toutes les questions sont les bienvenues. Voilà, Marlène, je te passe la parole. Peut-être, comme tout le monde, lors de la précédente présentation où tu étais intervenu, peut-être tout le monde ne te connaît pas, peut-être faire un petit rappel de qui tu es et qui est BSD Investing. Exactement. Ok, donc merci Régis. Donc je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Juste un petit rappel, en fait, moi, donc après avoir été pendant de nombreuses années responsable de la recherche ETF chez Lyxor, j'ai lancé ma structure pour aider les investisseurs à bien choisir entre fonds actifs et ETF. Dans la philosophie, en fait, pour nous, chez BSD Investing, l'allocation d'actifs est quelque chose d'important. La sélection de fonds et la sélection entre actifs et passifs est aussi importante pour générer de la performance. Voilà. Marlène, tu peux rapprocher le micro de ta bouche. Voilà. On entend bien là? On entend mieux? Alors, ouais, garde je fais comme ça. Il y a un frottement. Ok, ça va. Ouais, voilà, c'est comme ça, c'est mieux. Donc, voilà, pour commencer dans ce bilan, on va rentrer directement dans les chiffres. On va commencer par les flux. Donc, on va commencer par les flux. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes à dire cette année en termes de flux. Donc là, voilà, sur le total du marché, donc c'est les fonds européens, d'accord? Gestion active en orange, gestion passive en violet. Donc, ce qu'on voit, hein, c'est ce qu'il faut noter cette année en Europe, c'est une année record en matière de collecte, d'accord? Que ce soit déjà, on va dire que ce soit fonds actifs ou fonds passifs, mais record pour la gestion active. Que ce soit sur les actions ou les obligations. Et on va dire ça, c'est sur les actions surtout, c'est nouveau, hein, parce que ça faisait quelques années que les fonds passifs dépassaient, voire ici en 2019, les fonds actifs, la collecte a été négative. Donc on a eu le rebond en 2020 qui s'est confirmé en 2021. Donc un intérêt plus grand des investisseurs C'est ça. Voilà, exactement. C'est ça qui est intéressant de noter, c'est que ce rebond-là, il a bien eu lieu comme on l'a souligné en 2020 et il s'est confirmé en 2021. Ça aussi, je pense que c'est important de le constater. Alors, quand on passe sur les US, on constate que l'histoire, elle est différente. Donc Pardon Marlène, est-ce qu'il y a une explication particulière? Alors on va le voir, hein, il y a pardon. eu beaucoup de... Non, mais je vais en parler, mais effectivement, je pense que le regain de flux sur l'ESG, qui s'est fait massivement en gestion active, explique une bonne partie de cet intérêt. Maintenant, quand on regarde précisément dans les chiffres, on constate que effectivement les flux ESG ont soutenu ces flux, mais que les flux traditionnels aussi se sont
redresser. Donc, ce qui est très certainement expliqué par cette notion de dire que finalement depuis 2020, on le verra aussi en termes de performance, on a un marché plus favorable à la gestion active, compte tenu, on va dire du nouvel environnement avec, une forme de, on va dire, regain de dispersion des situations, des rotations sectorielles et thématiques qui, quand elles sont bien captées par les gérants, leur permettent, d'arriver à surperformer. Donc c'est un phénomène assez effectivement assez intéressant. On va continuer à l'expliquer après. Juste, je vais d'abord passer sur, je prends un peu de temps pour parler des US parce qu'en fait, il y a une simplification qui est très souvent faite dans le marché, qui est de dire: «Voilà, voilà ce qui se passe sur les equities américaines, c'est égal à ce qui se passe dans le monde entier». Donc non, c'est pas le cas. Effectivement, sur les US, Heu sur les actions, on a une véritable prédominance des ETF, mais vous voyez, c'est pas le cas en Europe et c'est pas le cas, même pas sur les actions, donc c'est intéressant à souligner. Ceci dit, vous voyez, on a quand même un ralentissement ici à signaler, qui donne au total dans le marché un rebond, hein, de la collecte, sur la gestion active, même aux États-Unis. Voilà et avec toujours par contre, mais ça c'est vrai depuis plusieurs années, l'obligataire qui domine même aux États-Unis dans la gestion, le passif pardon qui domine dans la gestion obligataire. Alors ça, c'est une façon de voir les choses. Bien évidemment, l'autre façon de voir les choses, c'est de dire que, il y a un vrai rôle, quasi équivalent aujourd'hui, en tout cas même dans l'obligataire et même aux États-Unis entre ETF et et gestion active. Voilà, j'en viens pour terminer avec ces flux à, la question sur l'ESG. Vous voyez? Sur l'ESG, donc sur l'ESG des flux records, hein, parce que quand on somme, actif passif, on est vraiment sur des niveaux, records historiques. C'est l'idée étant de dire que finalement la crise sanitaire a accéléré, le souci des investisseurs de prendre en compte, un spectre plus important de risques que ce qui était pris en compte jusqu'à présent et donc ça s'est fait, on va dire en respectant le pourcentage gestion active, gestion passive classique dans le marché, hein, les 75-25, heu, puisque voilà 75 des flux, c'est dirigé vers la gestion active, 25 vers la gestion passive. Donc Ça intègre l'obligataire? ça intègre l'obligataire, il est là, l'obligataire, voilà. Donc sur l'obligataire, on a une alors c'est intéressant à constater, hein, on a une montée en puissance très forte, hein, ici de la gestion passive, puisque les flux ont quasiment triplé vers l'obligataire ESG. Alors l'offre a été plus importante, c'est intéressant de parler de ça, le je sur la gestion, ESG, il y a eu beaucoup de transformation de fonds, des fonds qui ont changé de benchmark vers des benchmarks ESG dans le monde, passif, hein, dans le monde des ETF et il y a un vrai intérêt, pour les investisseurs, pour ce genre de véhicule, sachant qu'on note ici, heu, finalement la grande réactivité, capacité d'adaptation des ETF qui au niveau de l'adaptation des indices ESG est bien en avance par rapport au monde, de la gestion active puisque même la grande majorité des fonds actifs ESG n'a pas, switché de benchmark et encore sur des benchmarks traditionnels. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour montrer l'intérêt en fait et le dynamisme dans le marché, créé par la présence de ces deux styles de gestion. Voilà, pour faire rapide, on va dire, c'est ce qu'on pourra, garder en tête pour les flux, donc année record pour les 2 types de gestion, un rebond net pour la gestion active et
de fort flux vers l'ESG. Alors, on va passer aux performances, à l'analyse des performances. L'analyse des performances, alors c'est assez intéressant parce que je vais vous exposer pas mal de il y a pas mal de ratios ici, mais pour vous montrer enfin, comment est-ce que c'est intéressant de rentrer en profondeur et d'analyser pas seulement, 1 ou 2 chiffres, mais vraiment de regarder le détail de ce qui s'est passé sur l'ensemble de l'année. Donc là, ici, on a, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, en fait? Moi, je le vois pas, hein. Ah, Moi non d'accord, plus. donc Moi non plus. OK, donc c'est ça qui est embêtant. J'aurais bien aimé que vous le voyiez. Et alors, en Ah bas, voilà, voilà, regarde. dessiné, voilà, j'y Voilà, suis, c'est dessiné. bon, voilà. Voilà, donc ici, vous avez en fait le pourcentage de gérants qui a surperformé de gérants actifs qui a surperformé les ETF. Alors je précise, c'est bien la surperformance par rapport aux ETF et pas par rapport aux indices et il ne s'agit que de fonds actifs et d'ETF qui sont sur le même, heu, objectif Benchmark. d'investissement, le même benchmark. Donc réellement, on va dire gestion active versus gestion passive et pas et pas autre chose. Donc au global, on a ce chiffre. Ça, c'est donc entre le 1er janvier 2021 et le 31/12, 2021. D'accord? Et on a ce spread moyen sur l'année. Donc quand on regarde ça, on se dit donc l'année a été mixte, voire plutôt favorable aux ETF, hein, puisque les gérants actifs n'ont pas réussi à, à générer, de surperformance. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu plus loin et de regarder. Alors là, on est sur des chiffres agrégés, hein, sur la totalité de. Donc là, il y a 31 univers, il y a 11 000 fonds, actions, obligations. Et quand on agrège l'ensemble des données, donc ça, c'est des données de spread, qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est que ce point-là des -0,5 que je viens d'exposer, c'est le point à la fin de l'année. Toute l'année, les gérants ont réussi, alors ça, c'est ici, pardon, on n'est pas sur le spread, on est sur le pourcentage du temps où les gérants ont été au-dessus de 50. Donc où 50 des gérants plus de 50 des gérants ont, surperformé le marché. D'accord? Donc on voit que c'est supérieur à ce qu'on avait, habituellement et que c'est largement positif. Donc même ceux, on va dire, 56 du temps, plus de 50 des gérants ont surperformé. Donc le 47 que vous voyez à la fin, en fait, il n'est pas révélateur de ce qui s'est passé toute l'année. Ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat là, il est en termes de spread, donc le -0,5. En fait, si on avait regardé ce spread tout au long de l'année, d'accord? Donc en glissant annuel au quotidien, 75 du temps, le spread a été positif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on est là pour choisir, on décide là de choisir entre actif et passif ou là, d'accord? C'est pas du tout la même configuration que si on s'est placé le dernier jour de l'année et on a fait et on a pris la décision. Donc c'est très important de regarder l'ensemble de l'année. D'accord? Donc sur l'ensemble de l'année, on est plus, on a une vue plus mixte, on va dire, voire plus favorable au global, hein, aux actions que ce que, Pas aux la actions, à la gestion active. à la gestion active, pardon, que ce que, donc le chiffre, entre 2 dates voudrait bien, le faire croire. Alors pourquoi j'insiste sur ce chiffre entre 2 dates? Parce qu'en fait, c'est les chiffres qui circulent dans le marché. C'est essentiellement les chiffres que vous allez retrouver. Sachant qu'il y a aussi beaucoup d'autres différences entre nos chiffres et les chiffres qui vont circuler dans le marché. Premièrement, parce que les chiffres qui circulent dans le marché sont, un, versus des indices et pas des ETF, et 2, très souvent, versus, quand c'est versus des ETF, c'est versus des ETF qui ne suivent pas les mêmes objectifs d'investissement que les fonds. Donc on mélange des fonds actifs qui suivent pas les mêmes objectifs d'investissement et on compare aux fonds passifs qui ne suivent pas les mêmes objectifs d'investissement. Donc ça donne des choses c'est un peu comme comparer des choux avec des carottes. Je reviens ici et je remontre au global qu'est-ce que ça donne en fait sur 10 ans, parce qu'on a tous un peu en tête ce chiffre-là, de dire au global, il y a vraiment très peu de fonds actifs qui arrivent à surperformer.
Ça, c'est quand on calcule versus un indice, quand, on fait pas attention justement à comparer vraiment des choses comparables. Quand on fait les calculs, voilà, avec une base de données dédiée comme je le fais et qu'on prend en compte que les ETF et les mêmes objectifs d'investissement et un certain nombre d'autres hypothèses qui sont des hypothèses clés. Je l'ai expliqué aussi plusieurs fois, là on l'avait expliqué la dernière fois. Ça, c'est plutôt les chiffres qu'on a. Ce qui fait que et c'est ce qui justifie aussi notre position, qui est de dire, au lieu de dire ici, ben, effectivement, si je regarde le chiffre, historique, j'ai pas beaucoup d'intérêt à aller diversifier. Là, on dit pas qu'il faut faire que de la gestion active, non, mais on a intérêt à diversifier pour avoir une combinaison optimale. C'est sûr qu'il y a des choses à aller capter, dans, les 2 univers. Voilà. C'est pour ça que je me permets d'insister sur cette notion. Après, donc nous, dans les analyses qu'on fait, on les détaille. Donc on regarde sur les différentes classes d'actifs. Donc là, ici, j'ai regardé pour les actions. Donc pour les actions, au total, hein, au total, on est sur, quand on regarde sur l'année, donc ces chiffres que je vous donnais en glissant, on constate quand même l'amélioration par rapport amélioration ou quasi équivalent à 2020, que ce soit, en, pourcentage du temps où plus de 50 des gérants surperforment, que ce soit en pourcentage du temps où le spread a été positif et le montant de ce spread positif. Parce que quand on arrive à le capter, c'est un vrai, c'est une vraie surperformance. Donc une vue plutôt mixte, heu, sur les actions. Sur les obligations, par contre, on a une vue alors là, les 2 types d'indicateurs concordent, que ce soit entre les 2 dates fixes ou en glissant, pour, être beaucoup plus favorable à la gestion active. Donc en pourcentage de temps où les gérants surperforment, en spread aussi. Et beaucoup plus favorable aussi, en hausse par rapport à 2020. Alors on va rentrer dans certains exemples, hein, pour être un peu plus concret, parce que là c'est des grandes idées. Alors on est quelles sont les zones qui ont été plus favorables aux ETF? Donc nous, en continu sur le site, en libre accès d'ailleurs, on a un classement comme ça de, des univers. Donc là, je mets le top 3. Mais donc par rapport à nos 31 univers, des zones plus favorables, aux ETF et des zones plus favorables aux fonds actifs. Donc là, j'ai pris un exemple, j'ai pris l'exemple pour les ETF, j'ai pris l'exemple de l'eurozone. Donc sur l'eurozone, on voit, c'est intéressant, hein, donc ça c'est le graphe rendement risque sur l'année. Donc 84 les ETF ont mieux que 84 fonds actifs sur l'année, avec une sous-performance moyenne pour les fonds actifs de 3. On explique ça comment? Alors on explique ça principalement par des mauvais paris sectoriels. Là, j'ai mis les principaux poids sectoriels et l'écart de performance, en fait. Donc, on voit que, les gérants ont été sous-performés tech et finance et c'est pas on en a parlé souvent, hein, ce sont les 2 secteurs là en, orange la tech et en jaune, les services financiers qui ont, heu, qui ont surperformé. Alors juste je continue, voilà. Alors, est-ce que c'est la photo qui a eu lieu toute l'année, hein, puisqu'on a parlé de ces photos entre 2 dates et puis de la photo, sur le durée de l'année. Là, on voit que, ben, depuis 2021, en fait, oui, sur ce segment, la quasi majorité de l'année, donc le spread a été négatif. Donc ça, c'est un vrai bon exemple d'un environnement sur lequel on a les 2 types d'indicateurs qui concordent. Est-ce que ça veut dire que, tout le temps, il faut faire que, des ETF sur cet environnement? La question est posée. La réponse ici, une partie de la réponse en tout cas, c'est juste de l'analyse qu'on fait des marchés boules et bears
Donc on a l'analyse des marchés baissiers et le pourcentage de gérants actifs qui arrivent à surperformer dans ces marchés baissiers. Je l'ai pas mis ici, mais on a la même chose en termes de spread et on constate, que ce soit en termes de pourcentage ou en termes de spread, que donc dans les marchés haussiers, les ETF arrivent à surperformer et c'est difficile pour les gérants actifs sur cette zone de les battre, contrairement aux périodes de marché baissier. Voilà, c'est intéressant à avoir en tête, surtout dans des considérations d'allocation et de construction de portefeuille. Je passe donc sur un exemple d'univers qui a été favorable à la gestion active. Donc là, on a mis Marlène, le si je te donne encore 5 minutes pour oui, laisser oui, c'est avoir bon, du temps justement, c'est bon, c'est pour bon. Ahmed après, Oui, oui, est-ce oui, que c'est ça bon, te c'est bon. va? C'est bon, c'est bon. Ok, Voilà, j'ai pris un peu super. de temps pour expliquer un peu les Non, mais concepts. Après, une fois qu'on a les non, mais c'est juste passionnant. voilà, on pourrait passer beaucoup plus de temps, mais En plus, j'ai une question pour toi après. ah, bah, bon. Alors je finis et on fera la question. Donc voilà, donc là, pareil, le top 3 actions, obligations des univers qui ont été plus favorables à la gestion active. On a pris les obligations US. Obligations US, alors là-dessus, on a voilà, carton plein, on va dire, et carton plein la plupart de l'année. Amélioration par rapport à 2020 aussi. Ce qui est intéressant là, bon, c'est aussi pour montrer un peu les graphiques qu'on sort. Là, j'ai mis la consistance de surperformance parce que ça, c'est un des autres arguments qui est aussi souvent utilisé. Donc nous, on suit la consistance de surperformance. Donc c'est on va dire, 1 an sur 3 ans et par période de 3 ans, donc sur 9 ans. On la suit donc en période réelle et en moyenne historique et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, on a une augmentation par rapport à la moyenne historique, des fonds qui arrivent à surperformer sur 3 ans. J'explique comment ça se lit. Donc, il y a 3 ans, 67 des fonds ont surperformé. Parmi ces 67 46 ont encore surperformé l'année d'avant, donc l'année dernière et puis encore 42 cette année. Après, on prend ces périodes-là et on fait des moyennes. Donc, depuis des moyennes sur 10 ans, vous voyez? Et donc on voit bien, qu'il y a une augmentation par rapport à la moyenne ici, historique qui était plutôt à 28, donc presque, enfin c'est pas un doublement, mais presque. Ça veut dire que sur ce segment-là, la persistance de performance est plus importante et c'est nettement supérieur par contre à la moyenne, sur tous les univers qu'on a en tête qui est, assez effectivement faible quand on prend tous les univers les uns avec les autres. Mais c'est un indicateur qui est aussi intéressant à surveiller. Alors, c'est aussi des chiffres qui diffèrent un peu du marché, notamment compte tenu de la méthodologie de construction et du fait qu'on est que, sur, les indices qui ont les fonds qui ont des mêmes objectifs d'investissement, bien évidemment. Alors un petit graphe d'explication, un peu plus fondamental. Je sais qu'on va parler plus de fondamental après, mais évidemment dans ces univers-là, et dans la configuration qu'on a eue l'année dernière qui a rémunéré en quelque sorte le risque, sur, la partie, la plus risquée de la courbe des taux et de la courbe du crédit par contre et notamment, tout ce qui était, de qualité encore moindre, on va dire, que le high yield moyen, donc au-dessus de, triple C et cetera. C'est ce que j'ai remis ici, dans le gris. Bah, les gérants ont réussi à bien se positionner. Ici, il y a aussi un autre élément qui est intéressant. Il s'est passé quelque chose d'intéressant au mois de donc c'était fin novembre, début décembre, la confirmation de Powell en second mandat à la Fed a fait peur aux actifs risqués et notamment, il y a eu des grosses sorties sur les ETF, high yield. Il faut savoir ici que c'est un segment sur lesquels, les ETF ne sont pas sur les mêmes indices que les fonds actifs, donc ils sont sur des versions liquides et ce qui explique souvent d'ailleurs les grandes différences de performance. Donc ici, clairement, on a, les gens actifs qui ont réussi à maintenir,
une performance sur, tout au long de l'année. Je vais conclure pour aller vite sur, un petit alors je vais faire vite, hein, mais juste un petit avant-goût de ce que nous on donne en termes de perspective, donc d'allocation. Donc on a un modèle qui est un modèle quantitatif qui, mélange en fait de l'analyse, technique avec de la finance comportementale. Pour, essayer de prévoir en fait, les univers dans lequel l'environnement sera plus favorable à la gestion active ou la gestion passive. Donc notre modèle aujourd'hui en agrégé sur l'ensemble de nos univers est mixte sur les 2 actions et obligations, et vous allez voir juste ça cache des situations bien différentes. Donc c'est un évidemment c'est qu'un des indicateurs. Ici, j'ai mis la moyenne du spread trimestriel glissant. Donc vous voyez, c'est ce qui est très intéressant de voir sur les actions. Donc sur les actions, on est sur des plus bas, et on a constaté, hein, dans le passé que toutes ces périodes-là, se sont, soldées par des hausses. Donc ce qui fait que c'est un des éléments qui soutient, un rebond en quelque sorte, et donc un retour vers, la moyenne. Donc cette opinion plus mixte, qu'on a, sur l'ensemble des univers actions. Bien évidemment, après on a tout le détail, dans univers par univers. Et enfin, vous voyez sur les obligations, donc la situation pas du tout la même. On n'est pas sur des spreads les plus bas, au contraire, on est sur, des spreads proches, haut un peu plus haut que la moyenne, mais dans une dynamique positive et favorable qui nous fait, penser qu'on devrait rester, sur, voilà, une configuration aussi, mixte sur, ce segment, des obligations. Voilà, j'ai rempli mon contrat, pardon, je m'arrête. J'ai Bon, fait alors, un constat sur comme, l'année, voilà. non, comme il est déjà midi, je vais réserver ma question pour la Vas-y. fin, pour laisser Ahmed présenter ses perspectives 2022. Je pense que c'est aussi ce qui intéresse tous vous êtes 30 personnes aujourd'hui, donc on est assez nombreux, je m'en réjouis. Donc Ahmed, je te laisse la parole. Et puis après, je reviendrai, parce qu'Ahmed doit partir à midi 20. Après, je te poserai ma question, Marlène. Merci beaucoup, Régis. Merci beaucoup, Marlène, pour cette explication d'une philosophie qu'on partage beaucoup, à laquelle on croit chez la locataire, qui est de choisir le bon véhicule et le bon style de gestion, que ce soit ETF, donc gestion indicielle, ou gestion active en fonction de l'état du marché, mais aussi de la classe d'actifs considérés. Donc, merci Régis de m'avoir donné également cette possibilité de pouvoir intervenir aujourd'hui et d'expliquer un peu notre vue pour 2022. Je ne sais pas si Je te laisse tu la peux main sur la lancer. présentation ou tu veux que je la mette? Alors, je ne l'ai pas. Je veux bien que tu la mettes. Allez, hop. Voilà. Voilà. Je vais dessiner. Merci beaucoup. Donc, on a eu déjà l'occasion de se présenter lors d'un dernier webinaire avec Régis. Je ne vais pas présenter un peu plus la locataire, mais en gros, on fait de la location d'actifs mixte à partir de ETF et de classe et de gestion active. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, on part d'un constat simple, c'est que les taux réels, la moyenne des taux réels des pays développés est négative. Et elle est historiquement basse. Et dans ce contexte de taux réels négatifs, le choix des obligataires, des obligations, enfin de l'ensemble des actifs réels n'est pas pertinent. Donc pour le coup, le risque qu'on prendrait à acheter de l'obligation ou du crédit n'est pas rémunéré. Donc on va plutôt avoir tendance à aller sur des actifs risqués, non monétaires, des actifs réels tels que les actions. Alors oui, juste pour donner un exemple, enfin pour donner un peu la philosophie, nous, on est incapable, on ne saura pas vous dire vers quoi va tendre l'inflation ou la croissance, mais on va essayer de construire un portefeuille qui est adapté au contexte actuel et qui va prendre en considération certains types de risques. Donc aujourd'hui,
on a bien, donc on vient de le montrer, il vaut mieux être sur des actions que sur des obligations. Aujourd'hui, on n'est pas du tout présent sur la gamme obligataire. Maintenant, si on cherche à comprendre les moteurs de performance des actions, il y a 2 moteurs. Le premier moteur, c'est l'inflation des multiples, qui vient des taux d'intérêt bas. Une action, pour la valoriser, c'est on va discounter un ensemble de flux, on va les discounter sur un taux d'intérêt, et plus il est faible, plus la valeur de l'action est importante. Et donc, plus il est faible, plus les multiples de valorisation sont élevés. Et à contrario, quand il y a un resserrement, une hausse des taux, ces multiples vont avoir tendance à se resserrer. Donc, ce moteur-là va devenir un moteur de sous-performance. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux aller s'exposer sur les pays où la politique monétaire est expansive. Et on va voir après quelles sont les niches ou quelles sont les économies actuelles qui sont dans ce contexte-là. Ensuite, le deuxième moteur, c'est la croissance des bénéfices. Donc, on va essayer d'identifier les secteurs pour lesquels les bénéfices cette année de croissance, la croissance des bénéfices est estimée supérieure. Alors, pour revenir sur la question des zones géographiques avec une politique monétaire expansive, si on regarde bien l'Asie émergente, donc l'Asie hors Japon, on voit bien qu'ils ont pas du tout, ils ont raté le rallye, enfin, ils n'ont pas fait partie du rallye des 2 dernières années. Pourquoi? Principalement parce qu'ils ont eu une politique monétaire avec beaucoup plus orthodoxe, donc ils n'ont pas eu de politique monétaire expansive. Et donc aujourd'hui, ils ont toutes les billes pour pouvoir mettre en place une politique monétaire expansive, comme est en train déjà de le faire la Chine depuis le début d'année. Donc on pense que la Chine et toute la zone émergente de l'Asie a ce potentiel ou a ce moteur, ou en tout cas ne va pas souffrir autant d'une politique monétaire restrictive. Donc c'est pour ça qu'on se positionne aujourd'hui, on surpondère l'Asie. Même si dans l'ensemble, sur la partie action, on reste quand même sous-investi, parce que les marchés sont tendus à cause des hausses des taux possibles. Donc, malgré le fait qu'on soit sous-investi dans l'ensemble, on privilégie les actions émergentes asiatiques. Alors ensuite, toujours pour les actions, le deuxième moteur qui est la croissance des bénéfices. Aujourd'hui, les prévisions pour les small caps sont beaucoup plus favorables que pour les large caps, de façon générale. On attend une hausse des bénéfices, une amélioration des bénéfices des small caps largement supérieure à celle des large caps qui, elles, ont beaucoup plus profité de la relance de la reprise de l'année dernière. Donc, on va capter quoi? On va essayer de capter, donc on va se positionner sur les small caps et on va se positionner sur les small caps principalement via de la gestion active. Pourquoi? Parce que si les marchés baissent, on aura toujours cette protection des gérants. Et comme l'a expliqué Marlène tout à l'heure, les gérants sur les small caps ont tendance à surperformer en période de baisse. Donc, on est exposé, mais on garde cette possibilité d'une baisse importante de marché. Et c'est pour ça qu'on a on va dire, ce put sur les actions en quelque sorte, cet amortisseur qui est la gestion active. On va également se positionner sur les cycliques qui sont beaucoup moins sensibles à la déflation des multiples, donc à la hausse des taux. Et on va surpondérer les actions européennes. Pourquoi? Parce que dans leur construction, les indices européens, il y a beaucoup plus d'entreprises cycliques que les indices américains ou même les émergents. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc small cap, actions européennes, mais également, on va jouer les bancaires. Pourquoi on va jouer les bancaires? Parce qu'il y a deux moteurs pour les bancaires. Le premier moteur, c'est la hausse des taux. Parce que dans leur business de crédit, ils vont transformer la dette, enfin des taux courts en taux longs et ils vont bénéficier de
de cette hausse des taux. Mais également parce qu'elles sont cycliques. Donc, elles sont positivement corrélées, leur bêta est important au cycle. Et donc, on pense aujourd'hui qu'il va encore y avoir de la croissance, même si elle sera moindre que celle de l'année précédente, par effet de base, par effet de comparaison, mais il y aura quand même de la croissance. Donc, on pense que les bancaires ont ce double moteur, et le moteur des taux, et le moteur de la croissance des bénéfices. Donc, excusez-moi si je vais vite. Hein, vous pouvez me... Il y aura des questions dans ces cas-là. Voilà, exactement. Et donc après, pour finir, quelles sont les classes d'actifs dans un contexte de taux réel négatif? Donc bien sûr, on évite les obligataires, on se positionne sur les actions, on garde une poche cash pour pouvoir effectivement se repositionner après un éventuel repli des marchés, ce qui est en train de se concrétiser. C'est un risque qui se concrétise aujourd'hui, qui se matérialise. Une politique monétaire favorable aux actions en Asie, donc on va surpondérer l'Asie, et des bénéfices d'entreprise qui vont être normalement au rendez-vous, plus pour les small caps et pour les bancaires que pour les large caps. Voilà, donc je suis à votre écoute pour toutes les questions que vous pourriez avoir, et également Régis. Merci pour ton esprit de synthèse, parce que là, c'est, je pense, un grand condensé de J'ai visé très vite des marchés, donc ça laisse la possibilité à chacun de poser vos questions. Moi je vais poser les miennes, et comme Ahmed, tu es plus pressé, je crois, que Marlène, je vais commencer par toi. Bon, il y aurait plein de choses à dire, et un certain nombre de choses que je ne partage pas forcément. La première chose, c'est si tu n'aimes pas les obligations et si tu es sous-pondéré en action, est-ce que ça veut dire que tu as beaucoup de cash aujourd'hui? Ce cash, dans un contexte inflationniste, est-ce que finalement, ce n'est pas un poids trop mort dans le portefeuille? Ou alors, finalement, est-ce que tu peux nous présenter la structure d'un portefeuille? Alors, c'est du cash, c'est du monétaire, mais effectivement, c'est un poids mort. Mais je préfère un poids mort pour protéger. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis le début d'année, c'est court, on va dire. Mais c'est une stratégie gagnante parce que par rapport aux actions monde, on surperforme. Donc, je préfère à coup sûr payer 5 ou 10 bips, on va dire, par mois, que courir le risque d'avoir une baisse. Donc, on regarde la symétrie des risques, si tu veux. Donc, la symétrie des risques aujourd'hui est favorable à la classe d'actifs du cash qui ne rapporte rien, mais qui protège. Je pense que comme il y a un certain nombre de particuliers qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous dire la structure, la photographie de ton portefeuille, d'un portefeuille équilibré aujourd'hui? Alors, équilibré aujourd'hui, alors je vais peut-être commencer par le dynamique. C'est plus simple parce que l'équilibré, bon, bien sûr, oui, l'équilibré, sur la partie obligataire, on est 100% cash. Donc, et après, on est effectivement sur l'Asie, beaucoup. Alors, je n'ai pas compris, tu nous as donné équilibré ou dynamique? Alors, on commence par l'équilibré. Équilibré, donc l'obligataire, la poche obligataire n'est pas du tout investie. OK. Dans la poche action, il y a à peu près 10% d'émergents. OK. Il y a à peu près de mémoire, parce que là, je ne sais pas. Oui, dans les grandes masses, hein, ou même la poche action. Il y a 10 à 15% de large cap européenne, Eurostoxx. 15% de bancaires, 10% de bancaires, pardon, 10% de bancaires, et le reste en small cap. Ça, c'est la partie européenne. Small cap européenne également, oui. Enfin, il y a 15% de large cap. La poche action, globalement, la poche action, elle est de combien? Elle est 50%. 50%? Oui, enfin, on est sous-investi de 5% à peu près sur l'action. Donc, entre 45 et 50.
Voilà, on va dire 45% aujourd'hui à peu près. D'accord. Et donc monétaire cash, 50% à peu près? Oui. D'accord, ok. Bon. Et donc, sur l'européenne, il y a 15% de large cap européenne, 15% de small cap et le reste en bancaire européenne également. J'ai une question, Mohamed. Tu réalloues tous les combien le portefeuille? Cela dépend. Parce que, nous, notre approche, c'est de rallouer quand il y a, ou d'être sous-investi quand il y a un changement structurel et non pas conjoncturel. Et aujourd'hui, il y a des changements structurels sur le marché qui sont le changement des politiques monétaires. Et donc, d'habitude, on intervient une fois par trimestre, voire une fois par semestre pour rebalancer. Là, ce n'est plus le cas. Là, déjà, on est intervenu, enfin, on a changé, on a repositionné les portefeuilles en tout début d'année. On a réalloué une petite poche il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours à peu près, pour profiter, pour être prêt sur les bancaires. Et après, je pense que si ça va continuer comme ça sur le marché américain, à partir d'un certain moment, on va quand même se repositionner. Mais je n'ai pas le timing parce que ça va dépendre de la baisse. Donc, il n'y a pas de récurrence. Là, on est dans un contexte inhabituel, on va dire. Là tu nous as expliqué qu'effectivement, les taux d'intérêt négatifs étaient incités à prendre du risque, puisque faisaient fuir les investisseurs quand même des placements à taux, à revenus fixes. Qu'est-ce qui fait que tu es sous pondéré action? Ça, je ne l'ai pas compris. Ce qui fait que je suis sous pondération, c'est que je pense qu'il y a possibilité également que enfin, d'ailleurs, c'est même plus qu'une possibilité, c'est également un constat que les marchés, même actions, soient baissiers. Parce que vous avez deux moteurs. Il y a le moteur des bénéfices des entreprises et il y a le moteur des taux. Et donc aujourd'hui, ce moteur, il exerce une pression baissière. Donc la poche US n'est pas du tout investie. D'accord. Aujourd'hui. Mais un jour, je vais me réinvestir. Je ne sais pas quand encore. Et si ça continue comme ça, hier, le Nasdaq, on était à moins de 9 quasiment. À partir d'un certain moment, ça va commencer à être des points d'entrée intéressants. D'accord. Est-ce qu'il y a des indicateurs particuliers que tu suis pour déterminer ces points d'entrée ou tu ne les as pas encore Évidemment, l'inflation, l'emploi américain, c'est la guerre de la nerf, enfin, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui aux États-Unis, parce que la Fed, jusqu'à aujourd'hui, est parvenue à retarder une hausse des taux en disant, voilà, le taux de participation aujourd'hui est particulièrement bas, donc le chômage n'est pas, on peut pas tenir compte de l'état du vrai chiffre de chômage actuel. Donc ça, on le surveille de très près. D'accord. C'est principalement les indicateurs que suivent les banquiers centraux pour eux-mêmes définir leur politique monétaire. D'accord. Ce que tu nous as décrit, c'est en fait la synthèse de l'acronyme dont on a beaucoup entendu parler, qui est TINA, There is no alternative, finalement. Mais est-ce que tu ne crois pas que cet état d'esprit, cette façon de voir le marché financier est un peu usée aujourd'hui et qu'il ne suffira pas d'avoir des... Bon, les taux remontent, donc tu dis les valorisations doivent rebaisser. Oui. C'est ça, hein? Oui. Est-ce que l'expérience japonaise, même si j'ouvre là peut-être un autre débat, ne doit pas nous faire questionner cette relation entre les taux d'intérêt et la valorisation, puisqu'on a vu au début des années 90, fin 80, début 90, les taux d'intérêt japonais baissaient et la valorisation baissait concomitamment? Oui. Alors, le Japon est très différent, le marché japonais est très différent des autres marchés. Surtout que c'est presque un marché tactique, c'est devenu un marché tactique pour les investisseurs. Ça dépend de la devise et des actions. Donc, la devise est une devise aujourd'hui qui est une valeur refuge. Donc, quand la devise monte, les actions vont baisser.
et vice-versa. Donc, le marché japonais est très atypique aujourd'hui dans sa construction. Et puis, je ne sais pas si aujourd'hui, l'exemple des années 90 est un bon exemple. Mais effectivement, on n'a pas eu l'inverse, si tu veux. On n'a pas eu un marché où les taux étaient en train on a eu une hausse des taux, donc une politique restrictive, et en même temps, une hausse des marchés actions. Si on l'a vu jusqu'à un certain niveau, si tu veux. Mais après, ça devient, même sur les actions, ça commence à peser. Ça peut peser. Je ne sais pas si ma réponse est… Donc, il y a un niveau, il y a un certain niveau qui est favorable aux actions, mais à partir d'un… après, mais les actions ne sont pas une classe d'actifs homogène non plus. C'est pour ça qu'on dit on n'est pas du tout sur les technos aujourd'hui, mais on reste investi sur d'autres secteurs. Ils seront moins sensibles. Ils ont une duration, si on peut parler de duration d'action, des actions à faible duration. D'accord. Voilà. Donc là, tu restes négatif sur les taux d'intérêt. Est-ce que tu ne crois pas que… Alors, moi, mon regard sur les taux longs, c'est que aujourd'hui, on est plutôt au pic d'accélération de la croissance, on est au pic d'accélération de l'inflation. Ça, c'est pas forcément partagé par tous. Oui, donc, assez logique. D'un autre côté, pour les raisons dont j'ai parlé la semaine dernière, d'ailleurs, vous aurez, vous quitterez le webinaire, le lien pour revisionner notre webinaire. Je crois qu'avec ce qui s'est passé cette semaine, c'est encore plus d'actualité. Donc, pic de croissance, pic d'inflation, pic sur les actions. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, acheter des taux d'intérêt à 1,80 sur le 10 ans américain a beaucoup d'intérêt. Voilà, et ça diverge, en tout cas, ça diverge du consensus. Et c'est vrai que le consensus n'a jamais été aussi bearish sur les taux d'intérêt. Et voilà, je crois que le moment est venu d'être contrariant. Et on l'a fait encore dans la semaine, nous, de notre côté, dans les portefeuilles. On a renforcé notre poche obligataire sur 2 poches. Et là, on va se retrouver, Ahmed. Alors, pas sur la partie treasuries, donc on a renforcé les treasuries, mais on a renforcé également des emprunts japonais pour capter… alors, capter le taux de zéro de taux, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais capter du yen, qui, comme tu le disais, je le partage. Oui, absolument. Oui, là, tu joues plus sur la devise, si tu veux. Alors, l'inflation, il y a une analyse qui peut diverger, parce que l'inflation, elle vient à la fois de la consommation, mais elle vient aussi des goulots d'étranglement. Et donc, si aujourd'hui la Chine continue à fermer parfois des villes entières, donc des usines, aujourd'hui chaque jour de production compte, on ne sait pas où est-ce que… Et moi, je l'ignore. Je ne prends pas un pari dans un sens ou dans un autre. Il est tout à fait possible qu'on soit dans un pic de croissance et dans un pic d'inflation. Mais l'inflation est au double de ce qu'elle devrait être. Donc, même si on est dans un pic, le but, c'est qu'elle décélère le plus rapidement possible. Mais ça, si tu veux, c'est… la dérivée seconde qu'il faut voir de l'accélération. C'est la dérivée seconde de l'inflation qu'il faut voir, c'est-à-dire la vitesse de décélération de l'inflation. Et ça, je n'ai pas de vision dessus. Alors, ce que je trouve intéressant, alors ça fait partie peut-être des indicateurs qui peuvent être un peu corrélés à l'inflation, c'est tu regardes le Baltic Dry Index, ça te dit je pense que tu connais, qui est le prix des vraquiers entre l'Asie et l'Europe. Oui. C'est un indice dont on parle assez peu, qui avait bien anticipé la hausse de l'inflation, qui a perdu 75%. C'est dingue, hein, dans un contexte de goulot d'étranglement. C'est peut-être aussi que les goulots sont en train de desserrer. De se résorber, oui. Ouais, petit à petit, hein, c'est pas évidemment, c'est pas un indice qui va expliquer l'ensemble de l'économie mondiale. Mais voilà, c'est vrai que la politique chinoise sur la politique zéro Covid de la Chine est un problème, bien sûr. Mais elle va s'arrêter parce qu'ils font ça pour les Jeux Olympiques d'hiver, donc qui commencent février. Donc, je pense qu'à partir de là, effectivement,
la Chine va peut-être, et surtout avec la politique monétaire aujourd'hui, d'assouplissement monétaire de la Chine, qui va profiter à plus d'investissements, de capex, de ça va commencer à résorber les goulots d'étranglement. Tout est une question de timing. Toute une question de timing. Je ne l'ai pas encore fait. Je pense qu'à un certain moment, je vais commencer à le faire. Pour les taux américains, je ne suis pas à l'aise encore avec un 1,8. Je vais plutôt attendre du 2,5. C'est beaucoup. Ah oui, d'accord, c'est beaucoup. Mais C'est largement au-dessus. C'est beaucoup, mais je vais tendance à attendre un peu plus. Il y a un point aussi dont on n'a pas du tout parlé et sur lequel on sera sans doute d'accord, c'est la valorisation des marchés. C'est quand même assez stratosphérique. Je parle des actions là. Non? Alors, ça dépend parce que en fait, on compare la valorisation de marché. Il faut les comparer au taux réel aussi. Il faut ramener ça à un contexte de taux réel négatif. Donc, tant que les taux réels sont bas, c'est pas aberrant. Mais si les taux réels augmentent, oui, ça devient. Donc pour moi, c'est à ramener à ça aussi, parce que le PE chiller que tu montres aussi, il ne prend pas ça en compte. Oui. Il ne prend pas le discount rate. Et en fait, le WACC des entreprises, le WACC qui est le Weighted Average Cost of Capital, il est nettement plus bas que lorsque il y a 11 ou 15 ans, en fait. Donc c'est pour ça que il faut mettre les choses aussi dans leur contexte. Je suis d'accord, mais si tu t'attends à 2,50 sur les taux longs, comment tu peux. Tu penses quand même que les taux réels. Alors, je ne m'attends pas. Je dis que pour moi, ça devient favorable. Je ne sais pas dans quelle direction ça va aller. Mais à 2,50, certainement, je me réexposerai pratiquement à 100% sur la partie obligataire. Ok. Bon. C'est ça ce que je veux dire. Oui, mais dans quel sens vont aller le marché, je l'ignore aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions là, parce que je trouve qu'on dit plein de choses et je vois pas beaucoup de réactions dans le chat. Pendant peut-être qu'il y a des questions qui arrivent, parce qu'on va quand même clôturer ce webinaire dans les 5 minutes, je voudrais poser ma question à merci Dominique. Je voudrais poser ma question à Marlène. J'ai noté sur ton graphique en fait que 2021. Régis, excuse-moi, mais je dois vraiment. Je dois vous couper malheureusement parce que j'ai un train à prendre. Vas-y, merci beaucoup. Sauve-toi, Ahmed. Merci beaucoup et très bonne journée à tous. À bientôt. Merci, au revoir. Oui, Marlène. Oui. J'ai noté que finalement, l'année 2021 avait été presque l'âge d'or de la gestion active par rapport à la gestion passive. Surtout en termes de flux. Alors, pas seulement en termes de flux, en termes de différentiel de performance. Bah, en vérité, ça fait 2 ans que ça progresse. On n'est pas non plus sur des niveaux, surtout sur les actions, qui justifient de dire âge d'or. Âge d'or, c'est peut-être un peu. Oui, c'est un peu exagéré parce que, oui, peut-être sur l'obligataire, on a de très bons résultats. Sur les actions, le sens du message, c'est de dire c'est mixte. Alors, attends, je veux reprendre juste un slide de ta présentation. Tac. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que ça n'a pas été comme ça. Voilà. C'est celui-là, je crois. Oui, en surperformance ou en pourcentage, oui. Donc en fait, ce que je notais, c'est que cette bulle-là, le haut de l'histogramme était Au plus haut, oui, aussi élevé. Oui. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'âge d'or. Mais est-ce que tu ne crois pas que c'est lié à l'incroyable faible volatilité des marchés d'actions l'année dernière? Alors, bon, en fait, c'est pour ça que moi, je ne commande pas trop les plus hauts de l'année dernière, parce que les plus hauts de l'année dernière, ils correspondent à quand tu regardes sur un an, à ce qui s'est passé à peu près vers le mois de mars, tu vois, de l'année 2020. Donc, tu as eu le plus bas du marché et après, tout de suite, de nouveau, la remontée. Donc voilà, moi, je ne serais pas trop pour commenter ces niveaux les plus hauts atteints. Par contre, c'est pas qu'une question de volatilité, hein, c'est aussi une question
de dispersion, c'est-à-dire que, En fait, ouais. j'ai dit volatilité de manière abusive, je pensais surtout à max drawdown. Oui, c'est vrai que ça, c'est effectivement, c'est le graphique que tu avais montré, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de baisse, mais ce max drawdown limité ne veut pas, enfin, tendrait à vouloir dire que quelque part, il n'y a pas eu de hausse ou il n'y a pas eu de choses à capter. Or, visiblement, certains gérants ont réussi à. C'est pour ça que moi je parlais de dispersion et d'augmentation de la dispersion, c'est que visiblement, dans certains secteurs, dans certains thèmes, il y a une augmentation de la dispersion qui était peut-être plus faible les années auparavant, que les gérants actifs ont réussi à capter. Voilà, c'est plutôt dans ce sens plutôt dans le sens de dire c'est pas tellement une question de volatilité, mais plutôt de dire que dans ces marchés nouveaux, avec, comme disait Ahmed, finalement une configuration nouvelle, qu'on n'a pas vue depuis longtemps, ben, on retrouve en fait un peu d'air, entre guillemets, c'est-à-dire de plus d'opportunités pour les uns ou les autres de pouvoir mettre en œuvre des stratégies et que ces stratégies soient payantes. Alors que finalement, les 8 ou 10 années précédentes ont été plus marquées par justement des grands trends, des marchés marqués influencés par la macro principalement, et donc beaucoup moins de place à la microéconomie, à la possibilité de capter des mispricing. Et c'est ça un peu pour moi, je dirais, c'est ça un peu l'élément nouveau. C'est qu'il y a aujourd'hui une globale configuration qui est en train de changer, et ce serait certainement un tort de rester sur juste la vue de ce qui s'est passé sur les 10 années qu'on vient de vivre, au global. Voilà. Ok, alors on a deux questions donc de Jean-Louis Carpentier. Le détail du portefeuille équilibré, pas sur un portefeuille dynamique. Alors, pour la cohérence de l'information, il faudra poser la question à Ahmed. Ce que je vous propose, lorsqu'au moment où on quitte le webinaire, vous basculez sur une page de remerciements, vous avez le lien du site d'Ahmed Khelifa, et vous trouverez le contact. Vous pourrez lui demander, il se fera, je pense, un grand plaisir de vous donner la structure de son portefeuille dynamique. Et évidemment, si vous nous contactez, on vous donnera le nôtre. Sur les bancaires, avec des taux les plus bas, les cours sont au plus haut. Alors, là encore, c'était un argument développé par Ahmed. Peut-être, si je reprends le relais, la corrélation entre les taux et les bancaires se fait pas tant sur les taux courts que sur la quantification de la courbe des taux. Et pourtant, la quantification s'est aplatie. Donc, vous avez raison. Je ne sais pas si tu as une réponse, Marlène. Bah, c'est plus les perspectives de remonter les taux, en fait, comme disait Ahmed. Hein. Dans ce contexte, les marchés anticipent que les financiers les banquiers vont bénéficier en fait de cette remontée des taux longs, et donc Mais les taux courts remontent encore plus. Donc, très certainement que l'anticipation est un peu différente dans le contexte. Il y a un différentiel qui est anticipé. Voilà, je ne suis pas spécialiste moi là-dessus. Bon, alors là encore, comme c'était un sujet d'Ahmed, faudra se retourner vers lui. Bon, écoutez, j'ai encore fait plus long. Nous avons encore fait plus long, mais on était 3, il faut dire, et je crois qu'on a balayé un spectre très large. Ça aurait peut-être mérité d'en faire 2 webinaires. Si, pendant que je conclue, bien sûr, vous pouvez continuer à poser vos questions. On se retrouve le 4 février pour un webinaire. Ça sera le premier. On va le faire sur les crypto-monnaies. Alors, comme je n'en suis pas spécialiste, j'ai fait appel à un spécialiste. Donc, on va débattre de l'intérêt des crypto-monnaies dans un portefeuille boursier, vous rappeler ce que c'est, vous rappeler son histoire,
Et puis, on va tenter de dire un peu ce que nous en pensons sur les marchés. D'ici là, vous nous retrouvez dans notre chronique Parlons peu, parlons bourse, qui passe sur une radio qui s'appelle RCJ, mais que vous retrouvez sur mon site luxavi.fr, que vous retrouvez également sur les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, etc. etc. Vous aurez les liens, là encore, sur la page de remerciements dès qu'on va fermer la page de webinaire. Et puis, merci Philippe, j'espère que vous ferez partie des habitués de nos webinaires. Merci à tous. Merci infiniment. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci à toi. Merci encore pour ta présence et ton éclairage et tes analyses vraiment toujours ultra pertinentes. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous le 4 février. Au revoir. À bientôt. Salut.